Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les enjeux du continent. Ce soir, nous posons une question cruciale. Que signifie le retrait de l'armée française en Côte d'Ivoire, prévu pour fin janvier 2025, symbole de souveraineté retrouvée ou simple réorganisation stratégique de Paris? Quelles conséquences pour la sécurité ivoirienne et l'influence française en Afrique? Autant de questions que nous allons tenter de débattre ce soir. Et pour cela, je suis entourée de Makalan Gebla. Bonsoir. Bonsoir Soukaina, merci. Journaliste politique, ancien conseiller à la présidence tchadienne. Vous allez nous aider à y voir un peu plus clair ce soir. Merci à vous. Et Méric Torquignon, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir Soukaina Skali. Plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique et votre éclairage nous sera utile également pendant cette émission. Cédric Amdieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur financier, fondateur du think tank 50 Afrique. Merci d'être parmi nous. Plaisir partagé. Et enfin, Frédéric Tchoungui, merci d'être avec nous également ce soir. Vous êtes analyste politique. Merci. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Et je l'évoquais en introduction, est-ce que finalement ce retrait des troupes françaises, c'est pas finalement une simple réorganisation? Je voudrais vous faire réagir à un titre de presse, c'était Le Monde Afrique. Le titre, en Côte d'Ivoire, la présence militaire française s'allège mais ne disparaît pas. Et le chapeau, la base militaire française de Port-Bouët sera rétrocédée à Abidjan fin janvier, tandis que la coopération militaire franco-ivoirienne sera remodelée. Finalement, qu'est-ce que représente ce retrait, Frédéric Tchoungui? Alors, moi, je pense qu'on peut l'interpréter dans un sens où on est un petit peu dans l'air du temps, en réalité. Lorsqu'on regarde, les bases militaires françaises ont été démantelées un peu partout en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, mais aussi au Tchad, Centrafrique, etc. Tchad, pardon, pas la Centrafrique. Donc, en fait, on se rend compte qu'on est dans une continuité en réalité. Et je l'avais évoqué une fois sur ce tableau, ce plateau, pardon. Je pense qu'on est arrivé dans une seconde décolonisation. C'est-à-dire que nous avons d'abord eu les indépendances en 1960 et là maintenant, qui a été, on va dire, une décolonisation politique. Maintenant, on est sur la décolonisation militaire et bientôt peut-être sur la décolonisation économique avec la perte du franc CFA. Mais en tout cas, ce qu'on peut dénoter, c'est qu'on est vraiment dans une période où l'Afrique est en train de reprendre sa souveraineté. Non pas que, pour le cas de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que les Français ne partent pas totalement, mais maintenant on est dans des partenariats gagnant-gagnant où chacun d'un côté comme de l'autre, fera valoir ce qu'il souhaite et comment il se projette dans l'avenir sur son propre territoire. Cédric Amdieu, vous vouliez réagir? Alors moi je dirais que pour rejoindre ce que dit Frédéric, c'est une vague. On assiste à une vague. On a eu en fait l'annonce du président Diomaye au Sénégal pour le départ de l'Union française. Le ministre des Affaires étrangères et le président du Tchad aussi ont souhaité le départ de l'Union française du Tchad. Maintenant c'est la Côte d'Ivoire. Avant c'était le Mali, le Burkina et autres. Donc il y a une vague de souveraineté des pays africains, en tout cas de l'ouest de l'Afrique, de vouloir s'émanciper. Et à l'heure actuelle, pour l'instant, il n'y a maintenant que 2 bases, je crois, au Gabon. Et à Djibouti, il y en a 1500 soldats. Donc effectivement, on assiste vraiment à une vague qui, j'espère, va permettre aussi aux pays africains de prendre un destin en main. Makalan Gebla, quelle lecture on peut faire de cette annonce du retrait des troupes françaises en Côte d'Ivoire? Écoutez, vous savez très bien que le discours de Macron lundi dernier nous fait comprendre dans une certaine mesure que c'était des accords négociés avec les pays africains où la France avait demandé d'alléger, sinon effectivement de réformer son armée et les dispositifs militaires dans ces pays. Le seul pays où moi je pense qu'il y a une sincérité dans le retrait des troupes françaises, c'était le Sénégal. Parce que dans le programme politique de Sonko, le PASTEF, ils avaient déjà inscrit dans leur agenda comme quoi que les bases militaires françaises allaient décamper de Dakar. Et d'abord, ça a commencé avec Abdoulaye Wade. Mais sur le cas de la Côte d'Ivoire, vous savez très bien que les événements qui ont apporté Alassane Ouattara au pouvoir avaient la contribution de l'armée française qui avait bombardé effectivement les palais présidentiels de Laurent Gbagbo pour permettre à Alassane Ouattara d'être au pouvoir. En ce qui concerne le Tchad, depuis toujours, le régime tchadien a bénéficié du soutien militaire, diplomatique et politique de la France. Du début père en 1990 au début fils en 2021, où M. Macron lui-même avait dit personne ne touchera le Tchad, donc le régime tchadien, et le consolidant au pouvoir, ce qui a suscité effectivement des vagues de contestation en Afrique de l'Ouest, et ce qui a amené même à la France de perdre le Niger, le Mali et le Burkina.
aujourd'hui, on nous dit qu'effectivement, ces bases sont parties, doivent décamper avec les accords des régimes en place. Sauf que, entre le discours de Macron et le discours, quand vous écoutez la réaction de Sonko et la réaction de Ouattara et la réaction même du président tchadien, on assiste que c'est comme si, effectivement, eux-mêmes, ils ont chassé la France. Et donc, aujourd'hui, nous pensons que, dans une certaine mesure, nous sommes tout à fait d'accord que nos souverainetés s'affirment, que nos bases, nos pays soient débarrassés, effectivement, des puissances impérialistes. Mais le problème, c'est que ces mêmes puissances impérialistes ont concédé depuis des années, 3, 4 décennies, des régimes impopulaires décriés par les populations. Donc, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est l'objet de notre sujet, de notre débat aujourd'hui. En ce qui concerne Ouattara, moi je pense que Ouattara voulait juste, il va se présenter à l'élection prochaine. Donc il voulait effectivement montrer dans le sillage, dans la vague effectivement de ces pays qui s'émancipent de la France, il voulait aussi s'inscrire pour effectivement avoir un électorat ivoirien. Donc moi je pense que le départ d'une certaine mesure de ces bases militaires sont salués par les populations africaines, mais les pouvoirs sont dans une logique autre que la volonté du peuple. Émeric Torrignon, pour réagir simplement sur la déclaration d'Emmanuel Macron, la Côte d'Ivoire, elle, ne s'est dit pas concernée par les propos d'Emmanuel Macron, qui, on le rappelle, a affirmé a souligné l'ingratitude, selon ses dires, de certains chefs d'État africains. Qui n'ont pas su dire merci, c'est ça? Voilà, qui n'ont pas su dire merci. Macron, pour revenir au président Macron, c'est comme un verre de thé sur lequel on jette une pincée de sel, ça s'agite. Macron est dans une mauvaise posture et son discours s'y prête. Et voilà, il prononce des discours qui le desserrent lui-même. Pour en revenir à la Côte d'Ivoire, je pense que le président Ouattara s'inscrit dans une mouvance. Aujourd'hui, l'affirmation est claire, plus de bases militaires françaises et étrangères sur le sol des pays africains. Et c'est un homme politique, Ouattara. Le président Ouattara sait que si je m'inscris dans cette logique, ça me donne également une coudée franche ou me dresse un tapis pour pouvoir glaner des électeurs au niveau des camps ou de la couche qui prône la libération définitive ou la sortie des bases militaires françaises. Une position opportuniste. Possible, oui. Possible, on peut le dire comme ça. Mais quand vous voyez les allers-retours de Ouattara l'année dernière, on est tenté de croire que c'est un décampement qui a été négocié pendant plusieurs années. Est-ce que l'idée vient d'Emmanuel Macron ou est-ce que l'idée vient des autorités d'Abidjan? On ne saurait véritablement tirer le vrai du faux entre le discours d'Emmanuel Macron et le discours des autorités ivoiriennes. Ce qui est sûr, des militaires ou des bases militaires au niveau de la Côte d'Ivoire, des bases militaires françaises vont décamper, vont être rétrocédées aux militaires ivoiriens. C'est une bonne chose déjà. C'est une bonne chose, mais on ne va pas forcément fermer les yeux sur ce que Emmanuel Macron a dit. Quel est le visage de cette réorganisation? Est-ce que c'est une réorganisation en mode sous-marine ou en mode sous-marin, j'allais dire, ou c'est une vraie sortie de la France des pays africains? Je réagis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que justement, Frédéric Tchoungui, je vais vous donner la parole, est-ce que vous partagez l'avis d'Émeric Torrignon, à savoir, est-ce qu'on est dans un retrait orchestré, on va dire? Est-ce que ça a été fait? Effectivement, en fait, moi, je pense qu'il faut d'abord analyser la situation de chaque pays, des pays qui ont décidé en réalité que la France ne sera plus sur leur sol, en tout cas militairement. Lorsqu'on ça reste des cas très différents. Voilà. Lorsqu'on s'attarde sur la Côte d'Ivoire, on voit qu'elle est totalement différente, par exemple, du Burkina Faso, dans l'approche. Premièrement, la proximité entre M. Ouattara et M. Macron est établie de fait. Donc, M. Macron et M. Ouattara ont signé des gros contrats au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que la base militaire, en réalité, le fait qu'elle soit sur le sol ivoirien,
on peut dire c'est un épiphénomène. Ce n'est pas réellement quelque chose d'important. Ça n'a pas réellement une grosse importance. Pourquoi? Parce que les relations en réalité entre les deux pays, ce sont de bonnes relations. Donc en fait, qu'elles se traduisent d'une manière ou d'une autre, la France reste très active en Côte d'Ivoire. Ça c'est sûr et certain. Et pour revenir un petit peu à M. Ouattara lui-même, alors il s'inscrit effectivement dans une démarche où il, entre guillemets, il dit qu'il faut que les bases militaires françaises partent. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une présence militaire quand même en Côte d'Ivoire, parce que c'est bien établi, c'est au Port-Boué qu'ils s'en vont. Mais il reste quand même toujours des infrastructures françaises. Donc ça reste un effet d'annonce. Et le pouvoir de M. Ouattara, pour qu'il puisse aussi continuer à subsister, a besoin de la France. C'est un partenaire stratégique de la présidence de M. Ouattara. Donc, il faut le savoir. Et donc, de ce fait-là, moi, personnellement, je pense que ce retrait ne doit pas être interprété comme le retrait au Burkina Faso. Ça reste quelque chose, c'est-à-dire ça reste de l'ordre de l'actualité, mais rien de vraiment concret dans l'essence même de la Côte d'Ivoire. C'est un acte moins symbolique que ce qu'on va retrouver au Tchad, au Sénégal ou au Burkina Faso, Cédric Mdieu. Je dirais que peut-être moins symbolique, puisque le plus symbolique... factuel, du moins, comme... oui, le plus symbolique, c'était... Enfin, le plus factuel, le plus crédible, celui qui a fait le plus rayonnant, c'était celui du Sénégal. Maintenant, concernant la Côte d'Ivoire, je pense que c'est populaire quand même. C'est-à-dire que prôner non seulement sur une nécessité, comme on l'a dit, d'avoir des bases militaires étrangères hors du sol africain pour un besoin de souveraineté, mais c'est aussi populaire auprès de la population, auprès de la jeunesse, se dit que, ok, il n'y a plus de bases étrangères en Afrique. Et donc, pour les décideurs, en fonction de l'agenda politique, en fonction des élections, c'est une bonne chose. Ça permettra aussi pour eux d'affirmer leur position et, si possible, d'avoir un coup d'avance lors des élections qui arrivent. Maintenant, je dirais que du point de vue économique, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que la France est toujours un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire. Et quoi qu'on en dise, c'est un partenaire privilégié et il y a des résultats en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que malgré tout, il y a un taux de croissance qui est très élevé. C'est la locomotive de l'Afrique francophone. Abidjan, à lui, se concentre 60% du PIB de la Côte d'Ivoire. Donc effectivement, économiquement parlant, il n'y aura pas de conséquences. Michael Guéblar. Bon, je pense que rien ne changera parce que vous savez très bien, M. Ouattara est candidat pour l'élection de 2025. Il s'est prononcé déjà bon, en tout cas, on sent que voilà, oui, ça. donc, du coup, en fait, le retrait se fera en 2025, curieusement, en 2025, fin 2025, c'est ça. Donc, du coup, est-ce que, moi je m'interroge, est-ce que c'est pas une façon, effectivement, parce que comparé avec le Tchad, qui a demandé le retrait immédiat d'ici le 31 janvier, or, en Côte d'Ivoire, on a encore un an de discussion. Ça peut être remis en cause, tout comme ça peut être acté. Et donc moi je pense qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les liens, les gens l'ont dit ici, sont très très étroits entre Paris et Abidjan, et que si Ouattara doit son pouvoir grâce au soutien multiforme diplomatique et militaire de la France, il n'est pas tôt que lui il puisse remercier la France de cette manière, même si M. Macron l'a dit lors de la conférence des ambassadeurs que certains n'ont pas su dire merci à Paris, à la France. Donc nous pensons que de notre point de vue, en tant qu'observateurs les plus avertis de la scène politique et des relations franco-africaines en général, des voix s'élèvent sur le continent africain. Aujourd'hui, la France est à l'origine, effectivement, de ce qu'on appelle la dislocation de la CEDEAO, parce qu'il y a un groupe important des pays à quitter la CEDEAO, donc pour les citer, le Niger, le Mali et le Burkina. D'autres vont vouloir vraiment les rejoindre, mais il faut que Paris réforme, réanalyse, réorganise sa politique africaine de la France pour éviter effectivement d'aller de cette manière la plus fatale pour elle, parce qu'aujourd'hui, des opinions, si nous autres on est un peu lucides, d'autres Africains ne le sont pas. Voilà ce que je veux dire par rapport à ces retraits, à la question même principale des bases militaires françaises qui empoisonnent effectivement les rapports entre l'Afrique et nos pays, entre l'Afrique et la France. Vous savez très bien ce qu'il y a en ce qui concerne effectivement des pays comme le pays du Maghreb ont des armées fortes, redoutables, qui n'ont pas besoin, effectivement, ces pays sont restés dans un cadre de coopération technique avec la France sans qu'il y ait après des bases militaires françaises. Mais pourquoi
Et que dit ce retrait justement sur l'état actuel des forces militaires ivoiriennes et leur capacité à gérer la sécurité du pays? Émeric. Bon, l'armée ivoirienne est une armée forte aussi. On ne peut pas dénier ce fait. C'est une armée forte. Les bases militaires, les Français sont là pour le renseignement, disent-ils, pour appuyer, pour l'instruction, pour la formation. C'est vrai que nos armées ont besoin de se challenger, d'aller au contact d'autres armées, de se former. Il y a des armes qui sortent, qui sont fabriquées pas par les pays africains, mais qui sont fabriquées par la France, la Russie, la Chine, l'Angleterre, l'Allemagne. Et il faut que nos armées puissent se former également sur ces armes. Si on n'a pas de coopération avec ces pays qui fabriquent ces armes, on ne pourra pas savoir les utiliser. On va acheter des armes qu'on ne pourra pas utiliser. C'est en cela que, par exemple... Donc le lien a besoin d'être maintenu entre la France et ces pays africains? C'est ce que vous essayez de dire? Il y a un lien qu'on a besoin de maintenir. À moins que vous n'achetez plus des armes qui viennent de la France, à moins que vous n'achetez plus des armes qui viennent des États-Unis, à moins que vous n'achetez plus des armes qui viennent de la Russie, mais si vous achetez des armes qui viennent de ces pays, il va falloir que vous fassiez venir des instructeurs de ces pays qui connaissent ces armes pour vous former là-dessus. Et ça, c'est un fait. La Côte d'Ivoire va faire déménager les bases militaires françaises, mais la Côte d'Ivoire restera forcément en liaison avec la France et son armée pour l'instruction et pour d'autres besoins. Ce n'est qu'un volet, c'est la coopération militaire qui a été touchée, mais les relations diplomatiques restent saines. La coopération militaire reste, mais pas sous l'ancienne forme, sous la forme où on a des bases étrangères dans des pays africains, ce qui n'est pas une bonne chose. Pas forcément. En plus, ces bases militaires, ce n'est pas forcément ces pays africains qui l'ont demandé. C'est sur des accords qu'on a signés à la sortie de la colonisation. Et aujourd'hui, les dogmes ont changé, le paradigme a changé. Et Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron s'est fait devancer par les événements. C'est vrai qu'il disait depuis, je pense, 2021-2022, il faut alléger la présence militaire française en Afrique. L'idée a été donnée, mais finalement, ils ont pris sa main tendue et sont allés plus loin. En fait, quand on se met d'un point de vue français, on se rend compte que le général de Gaulle disait ceci, la France n'est pas la France sans sa grandeur. Ça veut dire que sa grandeur se traduisait surtout par ses bases militaires. Et son hégémonie sur d'autres pays. Dans toutes les régions du monde, en réalité. La France est le pays qui avait la projection militaire la plus importante au monde, avant les États-Unis même. Et aujourd'hui, on se rend compte en fait qu'ils sont balayés de partout. En tout cas, en Afrique occidentale et en Afrique centrale. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit premièrement que la France est en train de perdre une forme d'hégémonie qu'elle avait sur nous. Et surtout, ça remet aussi en cause sa position en tant que grande puissance. Pourquoi? Parce qu'une grande puissance, en réalité, n'est grande que lorsqu'elle domine les autres. Et dans le fait qu'elle sorte, en réalité, des pays africains de cette manière-là, montre qu'elle n'a plus cette grandeur. Deuxième chose, pour maintenant parler de la sortie de Macron, parce qu'il faut quand même en parler, c'est lié. Lorsqu'il fait cette sortie, lui, il a deux raisons de la faire. La première raison, c'est qu'en gros, il n'a plus rien à perdre. Il ne sera de toute façon plus président à partir de 2027. Donc, je pense qu'il règle un peu ses comptes. Et deuxième chose, il veut montrer que la France, en réalité, a toujours la main mise et que c'est elle qui donne le ton sur les pays africains. Et ça permet en tout cas aux Français et à l'establishment français de se rassurer et de montrer à la France que nous sommes toujours... Entretien un discours. Voilà, nous sommes toujours prépondérants. Il y a des réponses de chefs d'État. On a vu la réponse d'Ousmane Sonko notamment. Ça vient ensuite. C'est ça. Et le troisième aspect qui est aussi très important à mentionner, après je laisserai la parole, c'est que Emmanuel Macron est dans une posture où c'est un homme politique. Un homme politique veut occuper la scène. Donc, il va avoir toujours cette petite phrase. C'est pour ça que peut-être qu'on en a trop fait par rapport à cette phrase où il dit il faut dire merci. Parce qu'en général, les politiciens, c'est ça. Ils ont la petite phrase qui va faire qu'on parle d'eux pendant des semaines et des semaines. Et ensuite, ils vont revenir avec autre chose. Donc, c'est simplement des éléments de langage. Mais factuellement, la France est en train de perdre son hégémonie en Afrique et dans le monde. Cédric Mdu. Concernant la sortie du président Emmanuel Macron, je pense que... On rappelle juste aux téléspectateurs que c'était lundi 6 janvier. C'était à l'occasion de la réunion des ambassadeurs. C'est ça. Je pense que c'était quand même une sortie assez maladroite de la part du président.
Parce que, quoi qu'on en dise, même si en fait le départ des troupes françaises a été un accord entre les décideurs africains et le président Emmanuel Macron, je pense qu'il n'aurait pas dû prononcer ces mots, par respect quand même par rapport à la souveraineté des pays africains. Et je pense qu'il n'aurait pas dû prononcer ces mots. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu un déferlement de réactions des différents décideurs, dont Ousmane Sonko au Tchad et même en Algérie. Cette réaction, elle était teintée d'amertume. On a le sentiment que finalement, Oui, c'était tout à pas fait. simplement factuel, mais qu'il y avait du ressentiment. Bien sûr. C'est En fait, elle Dieu. était même prévisible parce que à l'instant où j'ai vu les mots ont été prononcés, moi personnellement, je savais qu'il devait y avoir une réaction de la part des décideurs africains, en particulier du Sénégal. Peut-être pas de Sonko, mais il a dit, le Premier ministre, que en gros, que la France ne serait pas ce qu'elle est sans. La France serait allemande si aujourd'hui les tirailleurs sénégalais n'avaient pas participé. Et effectivement, je pense par respect quand même, il aurait dû ne pas dire c'est bon. Je pense qu'effectivement, la communication de Macron a été toujours désastreuse en ce qui concerne la gestion des crises politiques en Afrique, la gestion liée effectivement au retrait des bases militaires françaises et la réaction d'indignation, comme tu l'as dit tout à l'heure, de Sonko, pour moi, relève d'une certaine légitimité parce que Sonko, déjà, s'est inscrit dans une logique de départ immédiat, du départ immédiat, autant pour moi, des troupes françaises au Sénégal. Dans une volonté de rupture avec la politique militaire. Justement, surtout militaire. Ils n'ont pas remis en cause la coopération technique bilatérale avec le Sénégal. Sauf que, effectivement, M. Macron, aujourd'hui, beaucoup de gens, surtout en France, lui demandent de se taire souvent quand il s'agit de l'Afrique. Parce qu'en fait, la France a perdu, comme tu l'as dit, c'est vrai, a perdu son hégémonie sur le continent africain et notamment en Afrique noire, où elle a du mal à se faire entendre parce qu'il y a une incompréhension totale qui oppose la France officielle et aux Africains qui, pour eux, la France serait à l'origine de tous nos maux. Et là, vous l'entendez un peu à Niamey, vous l'entendez à Bamako, vous l'entendez un peu à Dakar et à Ouaga. Et maintenant, on l'entend aussi à N'Djamena et en Afrique centrale. Donc aujourd'hui, il faudrait que nous invitons, effectivement, à travers un débat pareil, nous invitons la France officielle à reconsidérer son approche politique en ce qui concerne les questions africaines en général. La question que beaucoup se posent, c'est de savoir si l'annonce du président Ouattara n'est pas de la poudre jetée aux yeux des pays de l'AES parce que l'accusation des pays de l'AES, vous la connaissez. La France, l'armée française qui se dissimule pour pouvoir déstabiliser les pays de l'AES. C'est la question primordiale qu'il faut se poser. Et ça, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas de réponse conséquente. On fait foi juste à la déclaration du président Ouattara qui a dit les armées, les bases militaires françaises vont déménager, vont quitter l'espace de la Côte d'Ivoire pour aller où, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas comment cette réorganisation va s'opérer. On peut supputer plutôt sur tout ce qui est autour. Est-ce que de la Côte d'Ivoire, l'armée française a toujours voulu déstabiliser le Mali, par exemple, ou le Burkina Faso? C'est la question qui alimente la toile aujourd'hui et sur laquelle il faut peut-être qu'on réfléchisse, qu'on pose des arguments et qu'on décortique. Frédéric Tchoungui, vous voulez peut-être réagir au propos des militaires? Oui, non, mais en fait, c'est surtout toujours d'un point de vue du retrait de ces bases militaires en Côte d'Ivoire. Je pense que les partenariats, en réalité, resteront les mêmes et seront les mêmes, peu importe qui ait ces bases militaires ou pas. Et il faut maintenant se projeter, c'est-à-dire, d'un point de vue français, c'est comment essayer, parce que vous avez vu, et ils l'ont déjà fait en réalité, monsieur le président Emmanuel Macron, vous voyez, il est en train de se tourner vers l'Afrique anglophone. En réalité, il a des partenariats avec le Nigeria qu'il essaie de mettre en place. On se rappelle de l'opération séduction de la Tinubu à l'Élysée. Tout à fait. Donc en fait, son pied de nez qu'il faut aux dirigeants africains en les taxant de « vous ne nous remerciez pas », c'est parce qu'il est déjà, lui, dans sa tête, et il faut savoir que M. Emmanuel Macron... Attends, très important, il faut aussi savoir que dans la tête d'Emmanuel Macron, c'est un anglo-saxon, d'une certaine manière. C'est-à-dire que lui, il a travaillé aux États-Unis, dans une grande banque d'affaires. Il a plutôt une vision africaine anglo-saxonne. Donc en fait, lui, ça ne le gêne pas, ça ne le gêne pas tant que ça, que ses relations
avec l'Afrique, qui demeure d'un sens économique, ne soit pas forcément au beau fixe au niveau des humeurs. Pourquoi? Parce qu'il est déjà, lui, il a envie de travailler avec le Rwanda, il veut travailler avec le Nigeria, parce qu'il a ses habitudes en réalité. Le Kenya, etc. Donc, à nous, Africains, entre guillemets, de ne pas prendre pour mot comptant ce qu'il dit et que ça ne nous touche pas dans notre ego personnel. Parce qu'en réalité... Ce qui diffère, on le rappelle quand même, c'est l'héritage colonial entre les pays anglophones et francophones. Donc c'est vrai que ce genre de propos, ça alimente peut-être l'aspect paternaliste d'Emmanuel Macron, ce qui lui est reproché par ses détracteurs. Je voudrais faire un parallèle. En parlant de la Côte d'Ivoire, je voudrais faire un parallèle, effectivement, quand Macron dit que les gens n'ont pas su lui dire merci. Il a quelque part raison, quand vous savez très bien qu'en 2013, quand Bamako a failli basculer entre les mains des djihadistes, c'était les Maliens eux-mêmes qui sont partis demander l'aide à la France, qui est venue intervenir avec elle. Il y avait des forces africaines, dont le Tchad. Maintenant, pour faire un raccourci avec le Tchad, vous savez très bien que l'ascension même de l'actuel président du Tchad, Mohamed Idriss Déby, qui était également aussi au Mali, mais qui a été adoubé par Emmanuel Macron pour consolider son pouvoir d'une transition qui a été militaire, au même moment où Paris contestait le pouvoir militaire, la gêne qu'on qualifiait effectivement à Bamako, à Ouaga et à Bamako, Ouaga et Niamey. Au même moment, effectivement, les Tchadiens reprochaient un peu à la France d'avoir fermé les yeux sur une transition militaire qui a pris le pouvoir de la même manière après la mort de Déby, qui a aussi bénéficié du soutien de la France. Donc je pense que, quelque part, la réaction d'indignation, de colère de ces gens et même la réaction de Macron peut être légitime parce que les gens n'ont pas su lui dire merci. Parce que ces gens-là, s'ils avaient obtenu une légitimité d'accéder au pouvoir de la manière la plus digne comme au Sénégal, ils auront totalement la liberté de temps de s'adresser à Macron. Sauf que ces gens, ils sont aussi redevables, de mon point de vue, à Paris et Macron qui les a aussi adoubés. Redevable, je vous vois tiquer sur ce mot. Moi, je pense pas parce qu'il n'y a personne, excusez-moi, monsieur Yamdjou, après je vous laisserai la parole. Moi, je pense qu'il n'y a personne qui intervient dans un pays pour maintenir la paix dans le sens où, d'une manière totalement sans arrière-pensée. On est toujours dans un jeu, le jeu de la géopolitique d'abord, premièrement, c'est le fait pour un État, les États sont là pour s'enrichir. Donc le fait que la France, effectivement, intervienne dans ces pays comme le Mali, pendant cette crise, c'est pour maintenir aussi d'une certaine manière ses intérêts. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant. Donc je me dis que effectivement, est-ce que nous sommes, pour rester sur les mots et débattre sur cette petite phrase, est-ce qu'on est vraiment obligé de leur dire merci? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que le président Emmanuel Macron est d'abord le président de la France. Donc, il est d'abord pour les intérêts de la France, donc des intérêts français en Afrique. Et je pense que, concernant ses propos, je le réitère, c'est-à-dire que même si c'est vrai ce qu'il dit, il n'aurait pas dû prononcer ces mots. Parce que c'était évident que non seulement ça allait créer en fait une sorte de réaction de la part des décideurs, mais aussi de la part des populations, puisqu'on était dans un enchaînement depuis quelques temps, depuis je crois quelques mois, sur le départ de toute française. C'est un chef d'État avant tout. Donc il y a des mots qu'il ne doit pas prononcer, surtout avec le contexte colonial. Moi, je pense qu'on ne le condamne pas. Parce que tout à l'heure, toi, tu disais qu'il venait d'une culture anglo-saxonne. Donc ça veut dire quelqu'un qui a travaillé, qui ne connaissait pas un peu l'Afrique francophone où nous sommes très proches de la France. Maintenant, moi, je pense que ces propos sont maladroits. Tout le monde l'a condamné. Mais sauf qu'en fait, les personnes incriminées, c'est-à-dire qui sont indignées, qui ont réagi, excepté le Sénégal, où le processus était démocratique et que son accession était légitime, mais la réaction du Tchad, quand même, devait être quand même une réaction aussi à réfléchir, étant donné qu'effectivement, si M. Macron, qui était allé en 2021 à la suite de la mort de Déby et maintenir le fils, pour les Tchadiens en général, c'est quand même incompréhensible. C'est pourquoi aujourd'hui, nous autres, on pense qu'effectivement, Macron, si on ne peut pas lui dire merci, mais quand même, il y a des gens qui doivent eux-mêmes s'interroger la longévité de leur pouvoir et leur associé au pouvoir, donc a été fait grâce aussi à la France. Si des merci devaient être libérés, ça doit être, on n'en finirait pas. La France doit beaucoup aux pays africains. Il y a eu, si on parle de ce qui s'est passé en 2013
au Mali où les rebelles Touaregs prenaient carrément Bamako. C'est vrai que sans l'intervention de l'armée française, de la mission Serval, Bamako aurait basculé. Qu'est-ce que cela aurait donné dans la sous-région? Est-ce que la sous-région n'allait pas s'embraser plus que ce qu'on constate aujourd'hui? On ne peut rien en dire. Mais ce qui est sûr, qu'on exige à un État ou des États forcément de venir dire merci. Je me demanderais si la France a dit merci aux tirailleurs sénégalais, comme l'a dit le président, le Premier ministre Sonko. Est-ce que la France a suffisamment dit merci aux États-Unis? Est-ce que la France a suffisamment dit merci à la Russie, à d'autres pays qui sont venus s'interposer pour que la France ne devienne pas un pays allemand? Je ne pense pas. On ne va pas s'attarder là-dessus. Pour moi, ça un épiphénomène que de s'attarder très longtemps sur ce bout de phrase de Emmanuel Macron. On va poursuivre sur le sujet, sur le thème de la coopération économique. On l'a évoqué, Abidjan et Paris ont une relation, des partenariats économiques de longue date et apaisés, au-delà de ce retrait militaire. Je voudrais vous faire réagir à un titre de presse. Je m'excuse par avance pour mon mauvais allemand, mais c'est un titre de presse allemand qui s'appelle Deutsche Welle. Voilà. Dont le titre, Abidjan et Paris, un tournant dans la coopération. J'ai ciblé un petit extrait qui dit que bien que la présence militaire diminue, Paris insiste sur le maintien des liens solides grâce à des programmes de formation et une coopération économique. Est-ce que finalement cette nouvelle forme de coopération, elle est sincère ? Alors, la nouvelle forme de coopération entre la France et les pays africains autour des formations, etc. Non. Paris-Abidjan. Oui, Paris-Abidjan. Non, moi je pense il faut savoir que, on l'a dit aussi précédemment sur ce plateau, les liens entre Paris et Abidjan sont des liens, vous avez évoqué le mot et je pense que je vais le reprendre, M. Makalin Gleba, c'est le lien étroit. Donc en fait, il y a vraiment un gros échange entre les deux pays, les deux villes et les deux pays de surcroît. Donc, et les deux peuples aussi. Les deux peuples, effectivement. Donc le fait qu'il y ait des formations qui se poursuivent, plutôt une doctrine de la gestion peut-être française de l'armée, en réalité, moi ça ne me surprend pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, on l'a rappelé tout à l'heure, le pouvoir en place doit beaucoup à Paris. Là, peut-être que dans ce cas-là, il aurait lui dire merci. Mais en tout cas, si on parle d'un point de vue factuel et d'un point de vue des échanges, cette formation est aussi, et vous avez vu lorsque il y a la sortie de Macron, j'ai lu le communiqué de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne s'est pas exprimée, ne s'exprime pas par rapport à ça, ou bien n'a rien à dire par rapport à ça. Donc en fait, ça prouve bien qu'il y a toujours quand même, il y aura toujours, tant qu'en tout cas le pouvoir qui est en place et là, il y aura toujours cette réciprocité entre les deux peuples. Il y a eu une réaction, je vais juste la lire, d'Amadou Koulibaly qui dit « Quant au pays qui devrait être reconnaissant envers la France, je ne me souviens pas que la France ait mené des combats pour la Côte d'Ivoire, donc nous ne sommes pas particulièrement concernés par ces propos. » C'est pas particulièrement vrai. Pour être tout à fait complet. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui était dans une posture effectivement d'émancipation des populations africaines, et je pense que sa réaction est aussi légitime. Maintenant, pour cette coopération, comme vous l'avez dit, par rapport aux coopérations bilatérales et techniques, formation, etc., c'est une suite logique dans les relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Et donc, moi, je pense que la sincérité peut être aussi réelle, sauf que moi, je ne m'inscris pas dans une logique vraiment d'une rupture avec un partenaire historique. Moi, je me suis dans une logique de diversification des relations et des multilatérales, bilatérales, avec des pays qui peuvent amener quelque chose pour mon pays et qui puissent quand même bénéficier. La France, quoi qu'on dise, est liée à la Côte d'Ivoire par la culture, par la mobilité des intellectuels français qui partent là-bas, qui donnent des cours, et des Ivoiriens qui sont formés ici, par le milieu sportif aussi. Vous savez très bien que le sport unit le peuple, et à ce titre, la Côte d'Ivoire ou bien la France avait produit des stars ivoiriennes qui ont fait vraiment la fierté autant pour la France que pour la Côte d'Ivoire. Donc il faut que nous, Africains et Ivoiriens en particulier, sur ces plateaux, j'invite vraiment les uns et les autres, effectivement, à faire en sorte que ces relations soient normalisées, mais que les intérêts soient des intérêts réciproques.
Émeric Torroyen. Quand je disais par rapport à la réponse de M. Amadou Coulibaly, peut-être pas la Côte d'Ivoire en tant qu'État doit des remerciements à la France, mais je sais que le pouvoir Ouattara doit sa présence ou son exercice à la France. Ça, c'est clair. Ça, son existence clair. même. Mais est-ce que, pour autant, et je reviens sur ce nœud en question, est-ce que véritablement toutes les bases militaires françaises, toute la présence militaire française, au-delà des formateurs, sera exclue ou partira de la Côte d'Ivoire? C'est une question que je me pose personnellement, dont je n'ai pas forcément la réponse ici, puisque je n'ai pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir apprécier la véracité des éléments donnés par les uns et par les autres. Mais il faut se poser la question également de savoir, est-ce que la proximité Emmanuel Macron et Ouattara n'a pas donné lieu à un deal? C'est possible. Ce n'est pas un élément qu'on peut exclure. Non, mais ça peut être un deal, parce que Macron l'a affirmé, il a dit à la conférence des ambassadeurs, il a dit qu'il faut accepter un retrait concerté. Ils ont nié, les dirigeants africains. Ils ont dit non, il n'y avait pas de concertation, nous avons décidé dans le cadre d'une émancipation. La Côte d'Ivoire n'a pas nié. La Côte d'Ivoire n'a pas réagi. Le Tchad et le Sénégal ont réagi. Donc, les pays de l'AES, voilà. Et moi, je pense que la réaction, en ce qui concerne le Sénégal, c'était une suite logique de l'ascension même de son copain. Mais en ce qui concerne le Tchad, il y avait déjà une tension, vous savez très bien. Quelques temps, un mois à peu près, depuis le 28 novembre, si je me rappelle, le Tchad a demandé la résiliation de l'accord de défense entre le Tchad et la France, tout en maintenant les relations bilatérales. Sauf que l'intervention de Macron dans un contexte de cette rencontre-là a suscité effectivement d'autres réactions, entraîné des réactions très très violentes de la part du Tchad, qui estime que la France aussi était, que le Tchad était aussi au Mali, aux côtés des forces françaises, et qu'ils ont combattu conjointement contre le groupe terroriste. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, pour nous, analystes et observateurs les plus éclairés de la scène politique et des relations franco-africaines, on doit quand même mettre du bémol. Je suis d'accord avec toi tout à l'heure en disant qu'on peut ne pas être redevable à la France, ne pas dire merci, et que ça s'inscrit dans le cadre des relations multilatérales et bilatérales entre les... Mais sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation où s'il faut quitter la France et aller vers des partenaires que nous ne maîtrisons pas, moi j'ai peur aussi. En fait, juste pour réagir vraiment rapidement, en fait, ce qui fatigue les gens, ce qui fatigue l'opinion publique africaine, c'est le ton des Français. Ce ton toujours où ils viennent sauver l'Afrique, mais en réalité ne sauve rien, il faut le dire. C'est-à-dire que la situation est la même, ou voire pire, depuis la fin des indépendances, où ils étaient censés nous aider dans les programmes d'ajustement économique, tout ce bien sûr de concert avec le FMI, la Banque mondiale, etc. La situation est toujours la même, et la France est toujours dans une posture, elle nous donne des leçons. Ça a commencé avec De Gaulle et jusqu'à aujourd'hui à Macron. C'est pour ça que les gens sont fatigués, et c'est pour ça que moi je salue personnellement les interventions de M. Sonko et aussi de N'Djamena, parce que c'est important de remettre les choses dans le contexte et de faire comprendre que la France en réalité ne défend que ses intérêts sur notre continent. Je vous propose, merci Frédéric Tchoungui pour votre analyse, je vous propose de poursuivre dans un instant sur la projection, justement à quoi va ressembler plutôt la Côte d'Ivoire. Est-ce que cette étape a permis de reconstruire une souveraineté, plutôt de construire une souveraineté militaire? On en parle dans un instant, on prend une courte pause sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit, on l'évoquait, le 31 janvier, donc c'est la date actée du retrait des forces françaises en Côte d'Ivoire sur la base de Port-Bouët. Quelle suite, Cédric Amdieu, quelle suite en Côte d'Ivoire? Comment est-ce qu'on peut imaginer cette réorganisation militaire? Alors moi je pense que il faut copier ce qui marche. Bon, on parle tout à l'heure du Tchad, mais il faut avouer que le Tchad c'est le pays d'Afrique qui a en tout cas l'Afrique centrale, qui a une dynamique la plus forte, la plus robuste. Donc ce que la Côte d'Ivoire peut faire, en fait, c'est s'inspirer de ce qui se passe en fait dans le cas du Tchad. C'est-à-dire que au niveau du recrutement des effectifs, au niveau de la formation des effectifs,
au niveau de l'armement, au niveau de l'approvisionnement des armées, mais aussi garder une certaine relation avec, que ce soit la France ou d'autres partenaires, mais surtout on parle beaucoup de partenaires européens et autres, mais il y a aussi la Turquie qui est très présente, qui fournit des armes et autres. Donc en termes de formation et d'acquisition d'armes, la Côte d'Ivoire peut s'inspirer de l'armée tchadienne et aussi en fait garder des partenariats avec d'autres pays pour la formation de ces effectifs. Quelles sont les implications directes, justement, Frédéric Tchoungui, de ce retrait sur la sécurité intérieure en Côte d'Ivoire? Je pense d'abord, dans un premier temps, ça va permettre d'abord à l'armée ivoirienne, même dans son fonctionnement et comment elle se projette, d'avoir plus confiance aussi en elle. Parce que vous savez, lorsqu'il y a une armée, une base militaire chez vous d'un autre pays, ça veut dire que d'une certaine manière, vous déléguez en tout cas certaines parties de votre sûreté à ce pays-là. Parce que, entre guillemets, c'est quand même de l'ingérence. Maintenant, on ne connaît pas à quel niveau, à quel degré, mais il y a une forme de paternalisme d'une puissance militaire sur vos effectifs à vous. Donc déjà de ce point de vue-là, je pense que c'est une très bonne chose parce que j'ose penser que l'armée et les moyens qui sont mis à la disposition du coup de l'armée ivoirienne lui permettent de pouvoir se projeter dans son propre pays et de pouvoir avoir la main mise sur la sécurité et de pouvoir encadrer son propre territoire. Émeric Torhuignan, est-ce que qu'est-ce que ce retrait il peut avoir comme répercussion sur la relation entre Paris et la CEDEAO, par exemple? S'ils se sont entendus pour ce retrait, il n'y aura pas de conséquences. Les bonnes relations continuent, la coopération militaire continue. Les militaires ivoiriens ont besoin de temps à autre, comme je vous l'ai dit il y a peu de temps, de se faire former sur le maniement de certaines armes. Il y a des techniques de surveillance de ces frontières, de lutte contre le terrorisme. On a besoin de capitaliser les expériences des uns et des autres. L'armée française a de l'expérience en la matière. Ils ont géré Bataclan et plein d'autres situations. On a besoin que l'armée ivoirienne également puisse capitaliser ou profiter de ces expériences de l'armée française pour pouvoir gérer des crises, même sur le plan sécurité avec la sécurité intérieure ou même la police française. Il y a matière à continuer la coopération entre l'armée française et l'armée ivoirienne. Et je pense que les deux parties sont d'accord pour cela. Alors, la question même de souveraineté militaire ne se pose pas à la Côte d'Ivoire. Elle est une souveraineté continentale parce que pour nous, depuis toujours, avant l'attaque de Bamako, nous, Africains, on avait pensé que pourquoi ne pas avoir une armée de dimension continentale. Et là, ça va éviter effectivement que les troupes africaines soient dépendantes de la France et donc des troupes françaises. Et si on avait, à l'époque, 2012-2013, si on avait cette armée, même ne serait-ce que sur le régional, Bamako le nord du Mali n'allait pas basculer entre les mains de ces groupes djihadistes. Et ce qui a amené effectivement à même éventrer et à mettre sur la place publique la présence des troupes françaises, même si à l'époque elles existaient, hein. Les gens n'ont pas contesté. Et donc le fait que la défaite de l'armée malienne face au groupe djihadiste et la présence, ou bien la venue, l'intervention militaire en 2013 des troupes françaises et d'autres actions, les Ivoiriens aussi avaient été intervenus sur le Mali. Donc aujourd'hui nous pensons que ces retraits, s'il faut le souhaiter, qui se fassent, comme tu l'as dit, certainement de manière organisée en s'inspirant sur le cas du Tchad, sauf que sur le cas du Tchad, le budget alloué à l'armée est excessivement très élevé au point qu'il y a un trou sur les questions de développement local. Et donc moi je pense qu'en Côte d'Ivoire, cette question ne se pose pas parce que Alassane Ouattara, étant quelqu'un qui a un background assez impressionnant, a su développer son pays. Maintenant, il faut effectivement... Est-ce que ce retrait peut entraîner la montée en puissance d'acteurs non occidentaux? On parle souvent de la Russie, de la Chine, de la Turquie. Et même des Émirats Arabes Unis. C'est la Turquie, les Émirats Arabes Unis. Et donc, dans ces cas, et justement, ça peut, si on ne fait pas attention, ça peut développer une tentation de ces pays, dont la Côte d'Ivoire dont vous parlez, de s'ouvrir vers ces pays, dont la Turquie, qui, effectivement, en termes même de pouvoir d'achat, vend ses armes peut-être moins cher que les armes françaises. Mais si je m'inscris dans la droite ligne de l'analyse qu'a faite Émeric, je m'inscris dans une logique de maintien effectivement de ces relations bilatérales avec la France parce qu'effectivement il y a ces liens linguistiques qui les lient
Merci. Frédéric Tchoungui, Oui. après... Ah oui, alors non, moi je pense que cette ouverture, c'est une bonne chose. Pourquoi ce serait une mauvaise chose? Pourquoi le fait d'avoir des partenaires multilatéraux concernant notre souveraineté sécuritaire soit une mauvaise chose? C'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que premièrement, lorsque vous avez différents partenaires, ça vous permet aussi que si vous n'aviez qu'un, ça vous permet d'avoir la possibilité de donner différentes informations à chacun d'entre eux. Et ne pas avoir un seul partenaire qui est au courant en réalité de toutes les armes qui entrent chez vous. Donc en fait, c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui. Et c'est vers cela que l'Afrique doit tendre. C'est-à-dire avoir plus de partenariats bilatéraux concernant différents aspects sécuritaires, économiques, etc., politiques, et c'est ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, les États africains, dans leur souveraineté, et je pense que c'est ça la souveraineté en réalité, c'est comme ça qu'on peut la définir, la souveraineté. Si je donne une définition de la souveraineté, ce serait que les États africains, aujourd'hui, ont la possibilité de choisir premièrement leurs partenaires et d'aller vers des partenariats bilatéraux et ne plus être uniquement ancré avec un seul pays qui domine l'ensemble de la scène politique, économique et sociale de ce pays. D'autant plus que je pense que en fait, le choix c'est plutôt la liberté. Le mot pour moi en tout cas, la liberté de choisir en fait d'avoir la possibilité de choisir différents acteurs en fait. De diversifier ses relations. Ouais, exactement, diversifier ses relations, même ses relations internationales, mais surtout ici c'est la coopération militaire. Et je pense que concernant la Côte d'Ivoire, une stratégie, et je pense ça doit l'être, c'est que comme au Cameroun, où l'un des budgets les plus élevés, c'est le budget du ministère de la Défense, c'est 300 milliards de francs CFA. Donc la Côte d'Ivoire peut augmenter en fait son budget loué à la défense. De toute façon, il y a deux choses. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. On a beau parler d'économie, mais sans sécurité, il faut mettre le prix pour la sécurité. Et je pense que, et surtout si on veut une sécurité souverainiste, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire peut augmenter son budget pour la sécurité et développer des partenariats avec les différents acteurs. Alors, juste peut-être. Je pense que Ouattara a réussi un coup dont on ne parle pas souvent. Il y a 10 ans, ou un peu plus, 10 ans de cela, l'armée était divisée. L'armée ivoirienne était divisée, il y avait des clivages, mais le président Ouattara a réussi à réunifier cette armée, à en faire une seule armée. Et cette réussite permet aujourd'hui de dire l'armée ivoirienne est mature pour gérer la sécurité, la défense territoriale, toute seule, sans l'aide forcément de la France ou d'autres pays. Mais toutefois, la coopération militaire entre les pays doit subsister. Là où on doit aller aujourd'hui, ou le niveau qu'on doit atteindre aujourd'hui, c'est de réussir à installer un climat de confiance entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Parce que même le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui prête à équivoque et les pays de l'AES se disent « Ah non, le général Tiani a accusé, il y a cette réorganisation de l'armée française, c'est juste pour nuire à l'AES, pour déstabiliser l'AES. » Et tout le monde se méfie les uns des autres. On se méfie même du discours que Ouattara a prononcé, disant que d'ici peu, l'armée française va quitter le territoire ivoirien et que voilà, on va nous rétrocéder les bases militaires que les Français auraient laissées. Et les gens de l'AES se posent la question, est-ce que les accusations du général Tiani à l'époque ne se vérifient pas? Est-ce que l'armée française n'est pas en train de se dissimuler juste pour pouvoir mieux frapper? C'est vrai que moi, je ne crois pas en cette accusation de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, de complot, veulent déstabiliser les gens de l'AES. Je n'y crois pas du tout, et même pas une seule seconde. Mais il faut explorer la piste et se poser des questions là-dessus aussi. Justement, Soukena, je voudrais rebondir à ce que disait Cédric tout à l'heure, parce que s'il faut allouer, moi, de mon point de vue, s'il faut allouer du budget sur la question sécuritaire, mais que ces budgets alloués sur la question sécuritaire ne puissent pas renforcer des régimes qui sont impopulaires, des potentats, parce qu'une fois que vous renforcez votre sécurité, vous restreignez, si je peux me permettre, les libertés aussi des autres, et surtout dans un élan répressif, dans des régimes aussi autoritaires. Donc moi je pense que
les gens, dans le cadre d'une politique sécuritaire qu'il faut instaurer dans nos pays, il faut qu'il y ait une ouverture plus démocratique où les libertés s'expriment. Nous sommes en France, tous on vit en France. La sécurité de la France n'a pas fait l'objet effectivement de la répression des militants associatifs, démocrates, des partis politiques, etc. Or, dans la perception dans nos pays africains, en général, souvent, le pouvoir se renforce avec des moyens publics, mais en réprimant effectivement des voix discordantes pour faire taire le maximum une opposition qui dénonce l'état du pouvoir en place. Donc moi je pense que la question de la souveraineté sécuritaire et militaire de nos pays doit être vraiment concertée avec l'implication des acteurs locaux, société civile, partis politiques, démocrates, etc., pour que nous ayons une politique sécuritaire cohérente qui révèle effectivement, ou bien qui adhère effectivement à la volonté du peuple. Une politique sous-régionale, pourquoi pas? Une politique de défense sous-régionale. Voilà, pourquoi pas. Parce que pour moi, aujourd'hui, il n'est plus question de sous-traiter la sécurité des pays africains. Et c'est ce qui se passe partout même. Je pense même l'AES qui dénonce la présence des bases militaires ça et là, sous-traite aujourd'hui sa sécurité. Et ça, il ne faut pas qu'on aille sur ce terrain. Il faut qu'on puisse sortir définitivement de la sous-traitance de la défense et de la sécurité de nos États. Un État qui sous-traite à ce niveau sa sécurité ou sa défense n'est pas souverain. Il faut avoir le courage de le dire. On peut avoir des coopérations pour le renseignement, pour la formation, l'instruction, d'accord, mais la sous-traitance, ce n'est pas bien. Donc, moi, je vous laisse le mot de la fin, oui, Frédéric. Non, mais je pense qu'on est tous ici d'accord qu'il faut des forces militaires africaines qui pensent pour les Africains et qui se déploient sur le continent africain dans les intérêts des Africains. Parce que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on a l'impression que les puissances étrangères qui viennent chez nous, il y a une contrepartie. Mais nous devons travailler peut-être avec l'Union africaine, bon, même si moi je n'y crois pas trop à cette organisation, mais en tout cas à des organisations régionales, sous-régionales, qui permettraient d'avoir une armée forte pour nous permettre de nous protéger, entre guillemets. Merci pour votre intervention. On va laisser également nos téléspectateurs réagir et leur poser la question, est-ce que ce retrait militaire en Côte d'Ivoire, c'est une étape clé dans le repositionnement stratégique ou finalement est-ce que c'est le signe d'une rupture plus profonde dans les relations franco-africaines? On vous laisse réagir sur nos différentes plateformes de diffusion et c'est le moment pour moi de vous remercier. Méric Torcognon, merci. Frédéric Tchoungui, Cédric Amdjeu et Makalan Gebla, merci d'avoir participé à cette émission. C'est à vous. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Vox Live.